Donc bonjour Daniel. Bonjour, oui. Moi je me suis intéressé au cas d'OVNI au-dessus des centrales nucléaires. Parce que j'ai lu ça dans vos écrits. Et combien vous avez recensé de cas de survol des centrales nucléaires? De survol des centrales nucléaires, oui. Eh bien, c'est surtout, je me souviens, à la fin de l'année 2014 et début 2015, oui. On a beaucoup parlé de cette affaire-là, oui. D'accord. Et je me souviens que 17 des 19 sites nucléaires en France avaient été survolés pendant ces 4 et 5 mois. Et on avait beaucoup parlé dans les médias à l'époque, oui. On avait parlé beaucoup de l'affaire des drones. Voilà, ils avaient évoqué les drones. Mais il ne s'agissait pas de drones. C'est un langage politiquement correct, si on peut dire, quoi, oui. Bon, toutes les personnes qui connaissent un petit peu le phénomène OVNI ont bien compris que on a proposé à cette époque-là le mot de drovni. Drovni, voilà, oui, tout à fait, oui. Pour ne pas utiliser frontalement le mot OVNI. Bon, la réalité, si on veut dire les choses comme elles sont, quoi, c'est que ce sont des ovnis qui sont manifestés de façon insistante pendant plusieurs mois aux yeux du public, aux yeux des autorités, mais que les autorités ont continué, comme elles le font toujours, à faire la sourde oreille ou bien à se voiler la face, et on trouvait ce langage des drones, alors que ce sont des objets volants non identifiés. Ça veut dire animés par des intelligences ou des êtres non humains, oui, qui se manifestaient là de façon publique. Oui. D'accord. Donc il n'y a pas eu d'attestation officielle de survol d'OVNI par des centrales par des OVNI. Sauf que c'est pas attestation officielle, mais je me souviens que le directeur de la centrale du Blayais, au-dessus de Bordeaux, oui, au nord de Bordeaux, avait lui déclaré devant la presse, devant le journal Sud-Ouest de la région, qu'il avait dit clairement que lui, il n'avait pas vu d'OVNI, il n'avait pas vu de drone, oui, il avait vu un OVNI. D'accord. C'est le directeur de la centrale du Blayais. Oui, quand même. C'est déjà un point. D'accord. Oui. D'accord. Et est-ce que à Tchernobyl, il s'est passé quelque chose de particulier lié aux OVNI? Oh que oui. Voilà, justement, c'est ce qui m'intéresse de savoir. Oui, je crois que c'est le point le plus important que j'ai mis dans mon livre, oui, que j'ai consacré à ce sujet, les ovnis nucléaires, oui. Et je me permets d'ajouter le sous-titre que j'avais mis aussi, le choc d'une réalité ignorée, oui, parce que c'est une réalité qui est ignorée, et qui, quand on en prend conscience, doit nous faire comme un sacré choc, je pense, oui. Oui. Parce que, oui, il s'est passé des choses à Tchernobyl. Ce qui est un peu dommage, mais c'est la réalité comme ceci, c'est que les faits n'ont été portés à la connaissance publique, alors que la catastrophe de Tchernobyl date de juillet 1986. Les faits ont été connus à partir de 2012, quand un article est apparu dans la revue très connue de la Pravda, le régime... Oui. Non, c'était déjà la Russie. C'était déjà la Russie, oui. Ah non, c'était encore l'Union soviétique quand le phénomène a eu lieu. Enfin, voilà, oui. On considère que c'est en 1989 à peu près que l'Union soviétique a tombé, oui. Donc c'était, on peut dire, la fin. Et ça explique un petit peu le fait aussi que les informations super importantes ont fini par filtrer. Et maintenant, un grand nombre, je vais en parler, je pense, en quelques mots, sont connus du public qui s'intéresse au sujet, alors que par comparaison à Fukushima, on n'a aucune information sur ce qui s'est passé, sauf que on sait qu'il y a des ovnis qui étaient présents aussi avec insistance au-dessus du lieu du drame. On a vu des survols. Moi j'ai vu sur internet des centrales françaises, me semble-t-il, survolées par des boules lumineuses. Voilà. Boules lumineuses, c'est une autre appellation pour dire des objets volants non identifiés, donc des ovnis. Oui. Tout à fait. Et concrètement, ça a donné quoi à Tchernobyl? Voilà. Alors, je crois que c'est le plus important dont il faut faire état pour faire connaître l'information. Bien, je suis scientifique de formation, c'est pour ça que je me permets de dire que tel que les faits se sont déroulés en juillet 86, les ingénieurs de la centrale de Tchernobyl étaient en train de faire une expérimentation pour récupérer de l'énergie, au moment où ils étaient amenés à arrêter le réacteur nucléaire pour changer le combustible. Le combustible uranium qui s'était
trop affaibli en termes de proportion d'uranium-235, donc il n'était plus opérationnel, il fallait changer le combustible. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont expérimenté pour récupérer l'énergie, et donc c'est quelque chose de nouveau que les ingénieurs n'ont pas pu maîtriser, et ils ont très rapidement perdu le contrôle de la centrale. C'est-à-dire que très rapidement, là, alors que l'énergie délivrée par le réacteur diminuait comme ce qu'ils espéraient faire, à un moment donné, la puissance délivrée a monté en flèche, la température a monté en flèche, et en quelques secondes, ça se fait très vite, ils ont perdu le contrôle de la centrale, ils ont essayé de descendre les barres de contrôle qui sont censées justement arrêter en urgence la réaction nucléaire, la fission nucléaire, mais c'était déjà trop tard, la température était élevée. Donc toutes les conditions étaient réunies pour qu'il y ait une explosion nucléaire à ce moment-là, puisque les ingénieurs ne pouvaient plus rien faire du tout, que la réaction était devenue explosive, et il n'y a pas eu d'explosion nucléaire au sens propre. Et on dit souvent qu'il y a eu explosion, oui, il y a eu des quantités d'explosions qui sont enchaînées, mais il n'y a pas eu de champignons atomiques comme on connaît sur Ça Hiroshima. aurait pu donner un champignon. Ça aurait dû. D'accord. Ça aurait dû. D'accord. C'est là que ça m'a posé problème, je dis réellement comment ça s'est passé. Quand j'ai écrit ceci, quand j'ai pris conscience de ce qui s'est passé, j'ai écrit ça en 2017, ça m'a posé un problème de me rendre compte que 31 ans après les faits, j'étais le premier, à ma connaissance, à écrire que toutes les commissions étaient réunies pour qu'il y ait une explosion nucléaire qu'il n'y a pas eu. Et bon, maintenant, pourquoi il n'y a pas eu, évidemment, c'est ça la question, mais il n'y a pas eu parce que, je reviens à ce que je disais, en 2012, la Pravda a diffusé un article qui expliquait que, au moment de l'explosion en 86, il y a des centaines de témoins qui ont vu des ovnis au-dessus de réacteurs qui étaient endommagés au moment de l'explosion. Des centaines de témoins. Et mieux que ça, la Pravda a révélé aussi le nom de deux ingénieurs nucléaires de la centrale qui n'étaient pas en service au moment de l'explosion, et au moment de la catastrophe en tout cas, et qui, quand ils ont entendu les premières explosions, ils sont venus sur les lieux, et ils ont constaté eux-mêmes qu'il y avait un ovni au-dessus de la centrale de Tchernobyl, mais beaucoup mieux que ça, ils ont vu que cet ovni, donc cet engin non identifié, on va dire, a envoyé deux faisceaux lumineux vers l'intérieur du réacteur. Donc, je répète, c'est publié par la Pravda, et mieux que ça encore, un bon ingénieur du nucléaire, ils étaient outillés avec des compteurs Geiger, qui sont censés permettre de mesurer la radioactivité. Eh bien, c'est eux qui ont constaté d'une part, et ça a été publié, je répète, que juste entre le moment où les ovnis ont commencé à envoyer leurs rayons lumineux sur le réacteur et quelques moments après, ça a duré 3 minutes à peu près, la radioactivité ambiante a été divisée quasiment par 4. D'accord. C'est quelque chose qui est impensable, qui est au-dessus des capacités des êtres humains, des ingénieurs. Non, c'est quelque chose qui est irréalisable aux yeux des hommes, mais c'est une réalité qui a été constatée par les ingénieurs en question. D'accord. Et puis, bon, déjà, là, ça fait deux sources de connaissances du fait qu'il y a eu des ovnis qui sont intervenus, ou bien un ovni en tout cas qui est intervenu avec la conséquence que je viens de dire. Et puis j'étais amené dans mon moment où j'ai écrit mon livre, justement. Avant d'écrire mon livre, je me suis documenté le plus possible sur ce qui était disponible en littérature. Et j'ai lu en particulier un livre qui a été écrit par le constructeur de la centrale de Tchernobyl, qui s'appelle Grigory Medvedev, qui a écrit un livre qui a été publié 3 ans après la catastrophe, en 1989. Eh bien, dans ce livre-là, l'auteur explique que jusqu'au dernier moment, l'ordinateur de la centrale de Tchernobyl a fonctionné normalement, qu'il a enregistré les données, et il a eu, lui, en tant que constructeur de la centrale, la possibilité de décoder ou de décrypter ou de lire ces données enregistrées, donc, après la catastrophe, tranquillement. Bien, il a écrit dans son livre que, avec les mots de scientifiques qu'il a utilisés, on peut comprendre que
le mot ovni, il ne connaissait pas, le mot UFO, il ne connaissait pas, le phénomène, il ne connaissait probablement pas, mais il a écrit que dans le tiers supérieur de la centrale de Tchernobyl, l'ordinateur a enregistré la présence d'une boule d'énergie électrique, sont ces mots, qui avait la dimension de à peu près 7 ou 8 mètres. Je trouve que c'est la dimension qui avait été donnée par les témoins qui avaient observé les ovnis au-dessus de la centrale de Tchernobyl. D'accord. Donc ça permet de faire le lien avec l'ovni. Et puis surtout, il a continué en disant que cette boule d'énergie électrique avait eu pour effet de disséminer une 50aine de tonnes d'uranium dans l'atmosphère. Et c'est ça qui a donné lieu au nuage radioactif qui est allé arroser après toute l'Asie, cette région, et puis toute l'Europe. Pas la France. Pas la France, d'après les autorités de l'époque, effectivement. Donc c'est bien connu, les frontières étaient bien étanches. Très très étanches. La ligne Maginot fonctionnait encore. Voilà. Et Fukushima, il y a eu aussi des ovnis à Fukushima. Mais on sait, il y a toujours des vidéos qui sont disponibles sur Internet, et qu'il y a eu des ovnis, effectivement, au moment de la catastrophe de Tchernobyl. Mais par contre, j'ai pas connaissance, j'ai jamais entendu dire qu'il y a eu des informations qui ont filtré. Bon, c'était 2012, donc longtemps après Tchernobyl. Ce n'était pas le régime soviétique, donc on peut dire que les ingénieurs japonais étaient préparés à retenir toutes les informations de ce type. Oui, d'accord, oui. On peut comprendre ça aussi. Voilà. Alors, il me semble avoir lu aussi que au-dessus, je suppose que c'est le plateau d'Albion, il y aurait eu des silos qui auraient été déplacés par des ovnis. C'est très vague dans mon esprit. Vous avez des informations? J'ai pas d'informations précises, mais par contre, j'ai eu un correspondant, disons, grâce à mon site internet, qui m'a un jour envoyé des informations de ce type-là, à propos de ce qui s'était passé sur le plateau d'Albion, à l'époque où c'était le site d'entrepôt des armes nucléaires. Mais bon, je ne peux pas en parler davantage. Il semble qu'il y ait eu effectivement des phénomènes de ce type-là. Oui, un déplacement oui. Faut vérifier. Et la nature des ovnis, leur origine à votre avis, parce qu'apparemment ils sont là pour nous protéger. Ceux qui sont intervenus à Tchernobyl, oui, je suppose. La preuve est faite. Oui, bien sûr. Et voilà, la nature des ovnis, c'est ça aussi le sujet qui me tient à cœur, et pour lequel j'ai été amené à travailler pour apporter des réponses. Je rappelle que je suis scientifique de formation, donc je suis très attaché à une démarche qui soit rationnelle. Mais sans me limiter aux informations du type scientifique au sens habituel du mot. Les sciences dures, fermées, Voilà. Non, c'est pour ça que je m'intéresse à ces phénomènes inexpliqués par la science, en allant chercher des explications qui sont en dehors des connaissances de la science. C'est une démarche scientifique en soi. Oui, en plus, par essence, oui. Bien sûr. Mais qui demande un esprit plus ouvert que la moyenne des gens, malheureusement, à notre époque. Sur la nature de ces ovnis, autrement dit, sur la nature des intelligences qui sont liées aux ovnis, puisque tout montre qu'ils ont un comportement intelligent, on l'a bien vu à Tchernobyl, en particulier, Mais j'ai été amené, encore une fois, à partir de connaissances qui ont été délaissées par la science, et quand je dis ça, pour faire court, je dirais, des connaissances traditionnelles de notre contemporaine, des connaissances traditionnelles anciennes, les textes anciens, des connaissances religieuses, mais sur l'islam en particulier, puis des connaissances spirituelles, sur ce qu'on appelle la science spirituelle. Bien, toutes ces connaissances-là convergent pour nous rappeler l'existence d'êtres intelligents, présents sur Terre, ou attachés à la Terre, mais qui nous sont invisibles, parce que ces intelligences ou ces êtres-là vivent habituellement dans des plans parallèles, dans des dimensions différentes, très proches de nous, mais différentes de notre dimension matérielle. Et ce sont les êtres qu'on appelle, alors, il y a une multitude de noms pour les décrire. Autrefois, on les appelait les elfes, les fées, les sylphes, le petit peuple, oui. Maintenant, dans la science spirituelle, on les appelle de façon plus large les êtres élémentaires. Je préfère utiliser un mot qui se veut être encore plus large,
les êtres élémentaux, bien les élémentaux. Voilà, dans mon travail, donc, j'ai été amené, encore une fois sur la base des connaissances que je citais tout à l'heure, à dresser un portrait type de ces êtres élémentaux, qui sont bien connus, de par des sources dont je faisais état tout à l'heure, un portrait type d'une part, et puis un portrait type aussi des auteurs, ou bien des intelligences qui sont liées à ces ovnis, la façon dont ces ovnis se manifestent, pas seulement à Tchernobyl ou autour des centrales nucléaires, mais il y a aujourd'hui, on peut chiffrer par millions le nombre d'observations authentifiées d'ovnis non identifiés, en laissant de côté toutes les sources d'illusions optiques, caméras, etc. Autrement dit, on a un grand nombre d'observations qui nous permettent de dresser aussi un portrait type des intelligences associées à ces ovnis. Et les deux portraits types des élémentaux et des auteurs ou des intelligences associées aux ovnis m'ont amené à comprendre que, voilà, les êtres sont les mêmes êtres, sont les êtres que j'appelle les êtres élémentaux, de façon générale, qui se manifestent à travers les ovnis. D'accord. Et ils se protègent ou ils nous protègent? Ou ils protègent les deux à la fois? Voilà, le monde n'est pas si simple, oui. Autrement dit, ce dont on parlait tout à l'heure, leur manifestation dans la centrale de Tchernobyl en particulier, là, c'est indiscutable qu'ils nous ont protégés, nous, les humains. On pourrait dire en même temps qu'ils se sont protégés, eux, parce que ce sont aussi bien des êtres qui sont liés à la Terre entre différents plans, justement. Bien sûr, oui. Mais ça, c'est une forme de manifestation d'OVNI. Il y a une très très grande diversité de manifestations d'OVNI. Et quand on parle, pour aller juste à l'extrême, je dirais, du phénomène d'enlèvement ou du phénomène d'abduction, des enlèvements d'êtres humains dans les OVNI, là, c'est manifestement des forces malveillantes envers l'être humain qui se manifestent. Autrement dit, dans ce petit peuple, comme on l'appelle, comme chez les êtres humains, il y a les bons, il y a les gentils et les méchants. Très bien. Je vous remercie. Avec plaisir. C'était très intéressant.